Bienvenue dans le débat consacré à la France et à son projet de loi relatif à la programmation militaire. Projet de loi examiné par les députés en ce moment même. Sébastien Lecornu, le ministre des Armées, a l'espoir de faire voter le texte malgré l'absence de majorité absolue. Ce projet de loi fixe les perspectives budgétaires pour la défense à 413 milliards d'euros jusqu'en 2030. La France double donc son budget par rapport à 2019. L'objectif, c'est de transformer les armées dans un contexte de résurgence des menaces. Alors la guerre en Ukraine et le nouveau contexte géopolitique ont-ils changé la stratégie de défense de la France? Comment faire face aux nouvelles menaces? Quel avenir pour les armées françaises? Le texte est-il ambitieux? Et puis quelle est finalement la stratégie de défense française dans le monde? On en débat avec mes invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Hélène Conway-Mouret. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sénatrice du Parti socialiste en charge des Français de l'étranger, membre de la Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, co-rapporteuse du programme 146, c'est-à-dire le programme de l'équipement des forces françaises. Bienvenue à vous et merci d'être là. Le colonel Michel Goya est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous, colonel des troupes de marine, auteur spécialisé dans l'histoire militaire et analyse des conflits. Auteur d'ailleurs, votre dernier ouvrage, j'imagine que c'est le dernier, colonel, L'ours et le renard, histoire immédiate de la guerre en Ukraine. Nous attendons un troisième invité, Loïc Kervran, qui arrive directement de l'Assemblée nationale pour participer à ce débat. Vous pouvez tous y participer d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Hashtag débat F24. Et avant de démarrer ce débat, je vous propose de faire un point en images avec Florent Renaud. C'est une enveloppe historique qui doit permettre à la France d'être prête en cas de conflit de haute intensité comme celui qui se joue depuis 15 mois en Ukraine. Entre 2024 et 2030, l'exécutif veut mettre sur la table 413 milliards d'euros pour ses armées. Une hausse de 40%, pas du goût des oppositions. Le ministre Sébastien Lecornu, lui, la justifie. Il n'y a rien de trop. Il faut qu'on se prépare à un combat majeur de haute intensité. Avec ce nouveau budget record, la France entend moderniser son arsenal militaire. Parmi les projets déjà connus, la production d'ici 2030 de 109 canons César nouvelle génération. L'armée de terre bénéficiera de 3000 drones. La marine, de nouveaux équipements, à commencer par plusieurs frégates dernier cri. L'aviation n'est pas en reste, avec des nouveaux Rafales et des Mirages modernisés. Autre axe majeur de cette loi de programmation militaire, s'adapter à la menace hybride en formant les militaires bien plus tôt, parfois avant le bac, à de nouveaux métiers comme ceux du numérique. Une armée de cybercombattants, Paris espère créer 6300 emplois à terme. Pour être vraiment prête, l'armée française va aussi multiplier les exercices militaires de type Orion. Cette simulation grandeur nature inédite, organisée en février dernier dans l'Hérault, elle sera désormais effectuée tous les 2 ans. Colonel Michel Goya, pour bien cadrer le débat, est-ce que la guerre en Ukraine et le nouveau contexte géopolitique ont changé la stratégie de défense de la France? Est-ce qu'on peut le percevoir dans ce budget? En partie. En partie. Il faut être clair là-dessus. Le mot Ukraine apparaît 13 fois dans le projet de loi. Alors que, par exemple, le mot terrorisme n'y apparaît plus du tout. C'est quelque chose qui est... C'est un sacré changement, ça. Exactement. Parce qu'on n'aurait pas imaginé quelque chose comme ça il y a 2 ans, simplement. Maintenant, non, il faut bien comprendre que, en réalité, ce n'est pas une loi de transformation, comme c'est annoncé, c'est toujours, malgré tout, une loi de réparation. Il faut revenir un petit peu en arrière. Il faut quand même rappeler que pendant 25 ans, de 1990 à 2015, on a réduit considérablement les ressources militaires. On a fait des économies de centaines de milliards d'euros sur le dos des armées. On a contracté notre armée à un niveau qui était... catastrophique, il faut le dire. Et puis depuis 2015, on rattrape maintenant ces choses-là et il faudra beaucoup de temps pour revenir à une situation satisfaisante. Donc dans cette on n'y est pas encore. Non, on est toujours. Vous voyez les programmes qui étaient industriels, qui étaient annoncés dans le sujet. En fait, c'est des choses qui ont été décidées déjà depuis très longtemps et qui sont toujours en cours. Une grande partie de l'augmentation des ressources sera par exemple consacrée au renouvellement de la force nucléaire. Parce qu'il faut la moderniser, logiquement. Mais ça coûte très cher et ça prend plusieurs milliards chaque année en plus. Donc c'est la continuité, ça? Oui, c'est largement une continuité. Il y a une transformation, mais pour l'instant, elle est périphérique.
Hélène Conway-Mouret, vous qui êtes sénatrice, vous examinez ce texte attentivement en ce moment. Est-ce qu'il correspond à vos attentes? Est-ce que vous pensez qu'on va atteindre le 2% de PIB annoncé en termes de budget de défense? Oui, alors avec l'inflation, bien évidemment, c'est possible et c'est déjà le cas. Quelque part, oui, les attentes, bien sûr. Vous savez, nous sommes habitués maintenant à ce que chaque projet de loi qui nous est présenté est historique, présenté comme étant un moment historique pour nous. Alors, c'est vrai que la somme est colossale, 413 milliards d'euros. Et en même temps, il y a énormément de problèmes finalement attachés à ce texte. D'abord parce que autant la LPM précédente avait deux objectifs très clairement définis, à savoir que c'était une loi de réparation et une loi qui était à hauteur d'hommes et de femmes, nous avions ajouté au Sénat. Bien, donc nous avons travaillé sur un texte, si vous voulez, en sachant que les objectifs que l'on nous avait donnés devaient être remplis avec les moyens mis à disposition sous forme de crédit budgétaire par l'État, de fabrication par les industriels qui correspondaient à des besoins. Bien. Dans ce texte-là, on nous annonce une somme importante et ensuite on nous demande finalement de définir sans savoir exactement quelles sont les priorités. Le ministre l'a d'ailleurs expliqué lors d'une audition. Pourquoi? Parce qu'il veut en ça serait une discuter. agilité. Il a envie de conserver finalement chaque année la possibilité de s'adapter. Ce que l'on peut entendre, mais une loi de programmation militaire est faite justement pour se baser sur de la prospective, c'est-à-dire se projeter dans les 5 voire 7 années Ça manque de qui viennent. clarté à vous écouter. C'est pas de clarté, on fait tout en même temps. Voilà, on reste dans le en même temps et de vouloir tout faire en même temps fait que finalement on saupoudre plutôt que de définir des priorités absolues qui diraient voilà, on laisse tomber un certain nombre de programmes peut-être, mais ça demande beaucoup de courage. Et on va se concentrer sur tel et tel sujet, où on va mettre les moyens conséquents et nécessaires pour y arriver. Et là, donc, on est en train On saupoudre, c'est un peu ça. Voilà, et on est en train de jouer avec cela, mais les députés, eux, ont les mains dans le cambouis, puisqu'ils sont en train de discuter le texte qui viendra plus tard chez nous, à fin juin. Loïc Kervran qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir. Vice-président en commission de la Défense nationale et des Forces armées du groupe Horizon et Apparentés. Merci d'être là. Effectivement, les députés sont en train d'examiner ce texte. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Hélène Conway-Mouret? Alors, moi, je ne partage pas ce terme de saupoudrage parce qu'on voit bien que 413 milliards, c'est colossal. D'ailleurs, d'autres forces politiques nous le reprochent. Et on a un vrai changement. Je veux dire, en 2017, on a un budget à 32 milliards, quelque chose comme ça. On était autour d'une trentaine de milliards depuis longtemps, avec une dynamique, et M. Goya le rappelait pendant longtemps, qui a été déflationniste. Fermer des casernes, fermer des bases, réduire le nombre de militaires, réduire les engins, etc. Et là, on est sur une progression qui est très importante. En 2030, on aura doublé quasiment le budget par rapport à 2017. Mais c'est la continuité, disait Colin Goya. Oui, alors ça, je le partage avec lui. Alors moi, j'y vois quand même un peu de transformation. Mais on n'est pas dans la rupture. Je pense qu'il y a un peu de transformation. Dans la transformation ou pas? Un peu de transformation quand même, parce qu'on tire des enseignements de ce qu'on voit en Ukraine, mais pas que en Ukraine, mais par exemple sur les munitions téléopérées. Vous voyez ces drones qui se promènent et qui vont aller lâcher une grenade sur des fantassins, sur un véhicule, etc. Bon, ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas. Il y a des programmes qui avaient été lancés dès 2022, mais là, clairement, on va mettre beaucoup plus de moyens sur ça. On a 2 gros projets pour faire nos munitions téléopérées françaises, et on va aussi réorganiser l'armée de terre pour qu'on ait des gens sur le terrain qui soient en capacité d'utiliser ces munitions téléopérées. Colonel. Oui, non mais comment dire, en fait, cette loi, d'abord, il faut rappeler que c'est une loi sur 7 ans. C'est la première fois que c'est colossal. Hein. Les lois, c'était conçu, ça date de 1960. Au passage, c'est la première fois qu'on a utilisé 49.3, c'était pour voter cette première loi programme en 1960. On l'avait conçu sur 5 ans. Là, moi, je me pose des questions sur pourquoi 7 ans? L'intérêt de... Pardon ? Pourquoi 7 ans, cette fois ? C'est une bonne question. C'est la question que vous posez. posez. Mais voilà, sachant que l'effort, le principal se porte sur les 3 dernières années qui iront au-delà du quinquennat d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire que cette loi, en fait, il y en a 2. Il y en a une sur les 4 ans qui fait 200 milliards à peu près, et une autre encore de 200 milliards sur X. En fait, on s'engage sur quelque chose qu'on ne maîtrise pas du tout. Bon, mais ça donne effectivement, du coup, ça donne beaucoup d'ampleur. Maintenant, juste d'un mot, oui, on est quand même à 80%, on fait de la continuité, et puis je dirais à 20%,
on fait de la chose vue. C'est-à-dire que la guerre en Ukraine en particulier a servi de révélateur de choses qu'on savait déjà en interne. On savait très bien qu'il y avait des lacunes, des manques. Et donc on se dit, tiens, oui, effectivement. Sur quoi en particulier Effectivement, on a pris un retard considérable en termes de drones. On a pris, donc là, effectivement, on va mettre le paquet. On s'aperçoit qu'on n'a plus beaucoup de pièces d'artillerie, on n'a plus beaucoup de canons, on n'a plus beaucoup de pièces anti-aériennes. On le savait, mais il faut le voir, encore une fois, souvent, pour pouvoir déclencher quelque chose. Mais il y a un effort qui est fait dans ce domaine. Effectivement. Oui, sur les 7 ans, peut-être l'intérêt en fait d'une loi de programmation militaire aussi longue, c'est que on a une vraie difficulté qui est de gérer un temps long, par exemple sur la dissuasion nucléaire, où là on fait des choix stratégiques, on va collectivement les faire, société, parlementaires, gouvernement, qui vont assurer ou pas la sécurité de nous-mêmes, de nos enfants, mais même de nos petits-enfants. Donc là, on est sur du temps très long, le nouveau missile de l'arme aérienne, etc. Et puis, on a des sujets, le cyber, l'espace, les drones, où les boucles technologiques, elles sont beaucoup plus courtes. Et c'est pour ça que dans cette loi, il y aura sans doute des mécanismes qu'on appelle de revoyure, mais disons que pour repasser devant le Parlement régulièrement, pour remettre peut-être d'autres priorités, changer de braquet sur tel ou tel sujet à l'intérieur des 20%. D'où ces 7 ans, Hélène Conway. Oui, mais alors à ce moment-là, on n'a pas besoin d'une LPM si chaque année on revoit les priorités à faire. En fait, vous aussi, ça vous interroge ces 7 ans? Oui, parce que la dernière LPM, loi de programmation militaire, que nous avons, voilà, je précise, que nous avons votée donc en 2018, en fait, avait une bosse qui était dans les 2 années où nous sommes maintenant. C'est-à-dire que nous avons dénoncé que, en fait, nous montions progressivement en force, mais que l'effort budgétaire principal se passait finalement dans le quinquennat suivant. Bon, nous sommes dans le quinquennat suivant, et là, on nous rejoue la même chose, c'est-à-dire que nous montons progressivement, et puis ça se jouera dans le quinquennat suivant également. Donc, c'est vrai que l'effort budgétaire est conséquent et nous en sommes très heureux. C'est mieux l'étaler, cet effort budgétaire, c'est présenté comme ça, mais c'est aussi parce que aujourd'hui, il faut quand même savoir que des économies seront demandées dans l'ensemble des ministères et que là, nous dépensons beaucoup d'argent sur la défense. Et moi, j'aurais aimé finalement que le Parlement soit associé un peu plus intimement à l'exercice pour avoir un débat aussi populaire et pouvoir expliquer aux Français pourquoi aujourd'hui, en effet, il est nécessaire de consacrer un tel effort budgétaire à la défense. Voilà. Donc et ça, il fallait, parce qu'il y a un débat en ce moment à l'Assemblée, vous l'avez dit. Mais c'est un débat sur un texte budgétaire. La loi de programmation actuelle... On aurait pu avoir un débat plus vaste. Mais la loi de programmation actuelle qui est en cours, elle avait déjà ce mécanisme où ce qu'on appelle les marches, c'est-à-dire l'importance de l'augmentation du budget entre chaque année, était plutôt sur la deuxième partie. Tout le monde nous a dit, vous avez mis 1,5 milliard au début, 3 milliards après, vous ne ferez jamais les 3 milliards. On a fait les 3 milliards. Là, la loi de programmation actuelle, elle a été exécutée à l'euro près, elle a même été surexécutée puisqu'on a rajouté dans des lois de finances rectificatives des montants pour prendre en compte l'inflation, le complément par rapport aux cessions à l'Ukraine. Mais est-ce qu'il ne fallait pas un débat? C'est vrai, c'est une vraie question. Mais le débat d'abord, ça c'est... Moi, je crois en la démocratie représentative. Et je crois que quand on a le débat dans l'hémicycle de l'Assemblée, du Sénat... Là, il est un peu accéléré, en fonction, parce qu'il y a une procédure en particulier qui fait que... On a fait 30 heures de débat la semaine dernière en commission, et là, on a 15 jours, ce qui est plutôt beaucoup, honnêtement, pour un texte de loi. Il n'y a pas beaucoup de textes de loi où vous avez 2 semaines complètes de temps réservé à l'Assemblée nationale. Donc voilà, après, la commission de la Défense, par exemple, à l'Assemblée, a fait de nombreux débats partout sur le territoire à l'occasion de ces déplacements, et c'est sain que l'ensemble de la population se saisisse de ces sujets. Colonel Goya, est-ce que les Français aujourd'hui sont favorables à une augmentation des dépenses militaires? Oui, mais sans trop savoir pourquoi. C'est-à-dire un projet de 413 milliards d'euros, si on considère simplement l'aspect équipement, investissement industriel, c'est l'équivalent du programme Apollo, d'envoyer un homme sur la Lune. Alors pour dépenser 400 milliards d'euros, il faut quand même de bonnes raisons, surtout dans un domaine, la défense, qui n'est pas forcément la dépense la plus populaire. Elle se fait forcément au détriment d'autres dépenses de services publics. Donc il faut... En plus dans un contexte de restriction budgétaire. Il faut des bonnes raisons. Or, ce que je reproche un peu à cette loi, c'est qu'elle repose justement sur des bases relativement faibles. Il y a un certain nombre de lois précédentes, d'actions qui se fondaient, par exemple, sur des livres blancs. C'est-à-dire qu'on passait des mois avec des commissions d'experts, avec des entretiens, des auditions. On essayait d'impliquer le maximum de personnes. On avait vraiment besoin d'un livre blanc alors qu'on est dans une continuité sur la dissuasion nucléaire. On est
Ça voulait dire changer complètement de stratégie dans ce cas. Mais c'est l'exercice qui Oui, implique à la fois les think tanks, les parlementaires. Enfin, mais l'exercice, il a été fait. Il y a une revue, et où sont les conclusions nationale stratégique qui a été faite. D'ailleurs, les différents ateliers ont associé les parlementaires. Chaque groupe, chaque groupe a pu contribuer à cette revue. Avez-vous eu les conclusions de ces travaux? Parce que nous, non. Mais bien sûr, d'ailleurs, elles sont publiques en fait. Cette revue est publique. Non, pas la revue. On parle des groupes de travail. Les conclusions n'ont jamais été publiées jusqu'à présent. Et la revue stratégique, nous avons été invités au ministère, on nous l'a présentée oralement. Et puis, nous avions 48 heures pour faire des commentaires, mais ça ne servait à rien. Donc, la revue stratégique n'a pas été un exercice collectif comme ceux qui étaient... Et ce n'est pas le document qui est important. C'est l'exercice donc de pouvoir tous être sur la même ligne, parce qu'il y a un consensus. En tout cas, au Sénat, ça a toujours été le cas. Il y a eu un consensus transpartisan sur le sujet. On va écouter Fabien Roussel, qui, lui, n'est pas tout à fait d'accord avec ce budget. Vous savez, le président de la République a dit « Nous devons avoir une guerre d'avance ». Eh bien, moi, je ne souhaiterais pas que l'on ait une paix de retard, et je préfère que l'on investisse dans la diplomatie, dans la paix, plutôt que dans la course à l'armement et dans des guerres qui ne sont pas les nôtres. Loïc Kervran, qu'est-ce qu'on peut répondre à cela, effectivement? Est-ce qu'on ne rentre pas dans une course aux armements, dans une escalade, au détriment de la paix, de la diplomatie? Je crois que les deux ne s'excluent pas. L'outil militaire, c'est un outil important quand vous voulez faire de la diplomatie. Ça vous aide à avoir un levier. Et qu'est-ce qu'on fait finalement avec ces montants qu'on consacre à la défense? D'abord, la défense, c'est ce qui permet au reste de l'État d'exister. Si vous n'avez plus de Français, si vos valeurs elles sont balayées par votre adversaire, si vous êtes pillé économiquement, vous ne pourrez plus avoir de politique éducative, de politique sociale, etc. Donc c'est une dépense première, en quelque sorte. Après, comme disait Madame la sénatrice, c'est une dépense ou une autre. Hein. C'est ce que veut dire, j'imagine, Monsieur Roussel lorsqu'il dit cela. Les communistes ont des choix qui sont d'ailleurs depuis très longtemps radicalement différents. Ils ne croient pas en la dissuasion nucléaire, par exemple. Il y a une vraie différence qui est, pour le coup, cohérente chez eux dans la durée. Nous, on ne partage pas. Nous, on pense que la dissuasion nucléaire, c'est la clé de notre sécurité, que ça coûterait beaucoup plus cher, pour le coup, de devoir développer des forces conventionnelles qui nous donnent le même niveau de protection, en particulier contre des États importants. Voilà, on a des vraies divergences et je crois que le débat, là, ça va être aussi l'occasion, à la fois à l'Assemblée et au Sénat, que chacun présente son modèle d'armée. Colonel Goya, justement, lorsqu'on dit course aux armements, ça veut dire pas forcément plus de paix, pas forcément plus de diplomatie. Non, mais... Ce que dit Fabien Roussel. Oui, non, mais je ne suis pas du tout là-dessus. Il faut bien, je rappelle, comme tout à l'heure, on répare encore, on est descendu de très bas. Dans les armées, on appelait ça le big crunch, l'effondrement. Donnez juste un exemple. On définissait normalement ce que doivent faire les armées, c'est-à-dire ce qu'on doit être capable de déployer au maximum en cas de guerre. Voilà. Donc, au milieu des années 90, au moment où on a professionnalisé complètement les armées, on disait voilà, on doit être capable de déployer 60 000 soldats, 115 avions de combat. Bon. 2008, on a dit, finalement, ce sera 30 000. 2013, finalement, ce sera 15 000. Actuellement, quand on discute un petit peu sur les gens, les responsables, on n'est pas sûr de pouvoir équiper complètement plus de 8 000 soldats. 8 000. Voilà la situation. Et quand on regarde dans le projet de loi ce contrat, on s'aperçoit qu'il n'a pas bougé. Il n'a pas bougé, c'est-à-dire qu'on est toujours en train de rattraper ce retard. Donc, c'est pas du tout une course armement, c'est un rattrapage, et un rattrapage par ailleurs qui est en retard par rapport à toutes les autres puissances. Le monde entier s'arme, il faut quand même... Oui, mais c'est pour ça qu'on parle de course aux armements aujourd'hui. Le monde entier s'arme, vous le dites. Ben oui, non, mais la Chine fabrique une marine française tous les 4 ans. Elle double son budget de défense quasiment tous les 5 ou 6 ans. On a vu la Russie aussi qui avait fait un effort considérable. Et on a vu que ce n'est pas pour rien. C'est-à-dire que ce sont des puissances désormais qui sont hostiles. Il faut bien comprendre qu'on est dans une autre période stratégique. C'est fini, les dividendes de la paix, la fin de l'histoire, etc., le nouvel ordre mondial. Non, c'est fini. La police du monde, c'est fini. Maintenant, on est dans une situation de compétition internationale. Voilà, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Ça s'est imposé à nous. La Russie nous a déclaré une confrontation. C'est pas la guerre. Mais on est en confrontation avec la Russie, et c'est la Russie qui l'a décidé, qui nous attaque dans ce qu'on appelle les espaces communs, dans le Est-ce que c'est elle qui est la nouvelle menace de la doctrine de défense française, la Russie? Clairement, oui, bien sûr. Mais ce n'est même pas une menace. On est en confrontation avec elle, on n'est pas en guerre.
Encore une fois, ça c'est le niveau au-dessus. Mais il faut s'y préparer, incontestablement. Il y a ce genre de choses, la confrontation avec la Chine éventuellement, la confrontation avec la Turquie, c'est déjà eu le cas. Il y a eu quand même, on s'est quand même un petit peu frotté à la Turquie il y a quand même quelques temps. Voilà, donc on est dans un jeu de compétition, et dans ce jeu de compétition, il n'y a pas 36 solutions. Si on veut avoir le rang, si la France doit jouer son rôle, il faut qu'elle soit forte. Hélène Conway, une réaction ? Ce que vient de dire le colonel, justement, oui, pour que la France puisse assumer son rôle. Son rôle de quoi, finalement ? De puissance moyenne, de puissance d'équilibre ? Comment on peut le définir, ce rôle de la France ? C'est la question que j'allais poser, parce que nous n'avons pas de réponse qui nous est finalement donnée à cette question fondamentale. C'est-à-dire une armée pour faire quoi ? Est-ce que c'est une armée pour défendre la France, bien évidemment, mais peut-être le continent européen ? Et donc, est-ce que la France s'inscrit dans une défense européenne ? Laquelle ? Quel rôle allons-nous jouer dans une coalition ? Et nous l'avons déjà fait à maintes fois, enfin maintes occasions. Mais la guerre de demain sera laquelle ? Est-ce que demain, nous ne serons pas en capacité, finalement, pour certains pays, quand je dis nous, c'est l'humanité, de pouvoir paralyser et terroriser une population par le cyber, par l'espace, et de faire en sorte que ensuite, il soit assez facile pour une puissance étrangère, sans utiliser de chars de combat forcément, mais par le biais de drones, d'avions et ainsi de suite, de pouvoir finalement détruire un pays. Je pense là aux petits pays de l'Europe de l'Est en particulier, où il ne faudrait que quelques heures d'une attaque cyber massive qui paralyse absolument toutes les infrastructures, et ensuite une attaque massive aérienne, enfin voilà. Et ça, donc, c'est un peu ce qu'on appelle les nouvelles guerres. Donc voilà, les nouvelles guerres hybrides. Mais je ne pense pas que nous puissions à la fois développer en parallèle l'ensemble des armées. Nous n'avons pas fait ce choix-là. Les Britanniques l'ont fait. Ils ont décidé de mettre l'accent sur tout ce qui est briques technologiques, innovation, aérien, maritime. Enfin, c'est une île, c'est un peu plus facile, bien sûr. Et de dire que leur armée de terre, finalement, était l'élément qui allait... Je ne dis pas que c'est ce que nous devons faire. On a bien sacrifié notre armée de terre. Oui, nous l'avons sacrifié. Cette fois aussi. Alors justement, j'allais vous faire rebondir là-dessus. Donc, demain, quelles sont les priorités ? C'est la question que vous posez, mais nous n'avons pas les réponses pour l'instant. Elles ne nous ont pas été données. On nous a donné un chiffre global. On vous donne beaucoup d'argent. Et puis, vous le dépensez, et je reviens à mon saupoudrage, parce que saupoudrer, c'est pas donner peu, mais c'est donner pas assez à tout le monde. C'est dans ce sens-là. C'est pas la quantité. On va écouter Sébastien Lecornu. Sont en définitive de savoir ce que la France veut et même doit faire seule, et ce qu'elle veut ou doit faire à plusieurs. Partant d'un principe que la France n'est pas seule, que ce n'est pas selon moi sa vocation, et que tout temps, elle a su emmener avec elle d'autres nations pour défendre des intérêts communs ou partagés. Là, il parle des alliances, donc. Il parle des alliances, mais il parle aussi de cette capacité de la France à emmener les autres. Parce que ça, c'est une des premières questions, finalement. Quel modèle d'armée on veut ? Est-ce qu'on veut être un pays qui est toujours emmené, qui est à la remorque des autres, ou est-ce qu'on veut être en capacité d'emmener ? Par exemple, le choix qui est fait dans cette loi de programmation de refinancer un nouveau porte-avions, il dit qu'on ne veut pas être déclassé de ce point de vue-là et qu'on veut continuer dans une logique aussi expéditionnaire à pouvoir emmener les autres derrière nous. Après, moi, je suis d'accord que dans cette loi, il y a encore beaucoup de réparations parce que beaucoup de mal a été fait. Moi, je suis élu dans un département, le Cher, qui a une longue histoire de défense, dans les forces, mais aussi les industriels. Et je suis tombé là par hasard, il y a quelques jours, sur la une de ma presse quotidienne régionale, de ma presse locale de 2013. Au moment de la loi de programmation militaire sous François Hollande. Et quel était le titre de ma presse régionale ? Mais c'était les inquiétudes gigantesques du territoire par rapport à tout ça, tant dans les forces que chez les industriels. Aujourd'hui, on peut toujours améliorer. On a aussi quand même une contrainte de finances publiques qu'on peut partager ou pas. Mais on est dans autre chose. Colonel, juste pour revenir justement, vous parliez donc est-ce que la France se prépare à ce qu'on appelle des guerres de haute intensité avec ces exercices militaires type Orion qui ont lieu d'ailleurs en ce moment même, me semble-t-il, sont à la fois des exercices militaires de très grande ampleur et qui coûtent très cher. Est-ce que c'est ça aujourd'hui ? Oui, bien sûr, ça en fait partie. C'est être capable de faire des combats de haute intensité, c'est être capable de faire des combats comme ce qui se passe en Ukraine, c'est-à-dire de cette ampleur, de cette taille, de cette dimension. Mais ça demande des savoir-faire, des compétences que l'on a oubliées, parce qu'on ne le faisait plus. Moi, au début de ma carrière militaire, dans les années 80, on faisait des exercices
très régulièrement, quasiment tous les ans, où il y avait 40 000 soldats qui pouvaient être déployés partout, parce qu'on se préparait justement à ces combats. Mais on avait aussi des moyens qui correspondaient. Donc, mais justement, sur le conventionnel, vous aviez l'air de dire que vous êtes déçu plutôt sur les dépenses dans le conventionnel en particulier ? Oui, forcément. Il faut bien comprendre une chose aussi, c'est qu'on a découplé, on parle beaucoup de dissuasion, d'accord, on a toujours fait un effort sur notre force nucléaire, elle est au niveau, incontestablement, mais au moment de la création de toute cette force nucléaire, au moment de la création du concept de dissuasion, on disait, voilà, attention, il nous faut aussi une force conventionnelle puissante pour ne pas être placé devant le tout ou rien. Si on nous attaque alors qu'on est faible conventionnellement et on se retrouve, la France est envahie, par exemple, c'était un scénario qui était tout à fait plausible à l'époque, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on déclenche le feu nucléaire tout de suite, quitte à avoir une riposte et une destruction totale, ou est-ce qu'on ne fait rien ? Et il se trouve simplement qu'on a maintenant, je reviens sur ces notions de déploiement, avec 15 000 hommes déployés, 15 000 soldats déployés, vous ne faites pas grand-chose en réalité. Hein. On ne fait plus une guerre de haute intensité. Alors, on a des soldats très, très bons, on a des matériels maintenant qui sont modernes, mais on récupère des compétences, savoir-faire, d'organisation. On récupère, grâce à cette loi, quand même un peu ce qu'on appelle la cohérence. C'est-à-dire qu'on va acheter des munitions qu'on n'avait plus, des obus qu'on n'avait plus, on va réinvestir dans des moyens d'appui du génie qu'on n'avait plus, qu'on ne savait plus faire. Donc là, on est dans le rattrapage. On rattrape toujours. Et encore une fois, on est loin du compte. On est encore loin du compte si on veut peser, si on veut même peser en coalition. Je rappelle juste, je termine juste là-dessus, il ne faut jamais insulter l'avenir. 14 juillet 1990, moi je suis en train de préparer le défilé du 14 juillet, je suis porte-drapeau de mon école, et là le chef d'état-major de l'armée de terre vient nous voir, nous explique, il nous explique que notre modèle d'armée est parfait, on a tout prévu, en Allemagne, il y a une force importante en Allemagne, une petite force d'intervention de soldats professionnels, etc., la force nucléaire, et puis 2 semaines après, l'Irak a envahi le Koweït. Et là, les gars, on nous dit, il faut faire la guerre à l'Irak. Ah, et là, comment on fait ? Et bien là, on s'aperçoit qu'on ne sait pas faire. On ne sait pas faire, et on arrive péniblement à déployer 16 000 soldats en Arabie. Et là, on se dit, oula, on est ridicule par rapport aux Britanniques qui en déploient 40 000 et les Américains qui en déploient 500 000. Et c'est le début de la réflexion et de se dire, il faut professionnaliser complètement nos armées pour être capable de déployer ces fameux 60 000 soldats. Or, 30 ans plus tard, on s'aperçoit qu'on est toujours au même point parce qu'on a été incapable de financer cet effort. Il faut un effort. Toujours au même point, alors qu'en plus la guerre a changé. On parle de guerre hybride, maintenant on parle de guerre informationnelle. Dans les années 80, on dépensait l'effort de défense, c'était entre 2,5 et 2,9% du PIB. Voilà, maintenant, on essaie de revenir péniblement jusqu'à 2%. Si on faisait le même effort qu'à l'époque, alors que la situation économique était aussi difficile, notre budget de défense actuel, il serait de 72 milliards d'euros. À la fin de la LPM en 2030, on espère atteindre 68 milliards. C'est-à-dire qu'on est encore très loin très certainement de ce qu'il faudrait faire. Hélène Conway, on est loin donc sur le conventionnel, mais je disais aussi ces guerres hybrides, on parle beaucoup de guerre hybride avec l'Ukraine, on parle beaucoup de guerre informationnelle. Ici même, je ne sais plus quel général me disait qu'on était très en retard dans tout ce qui est informationnel, alors que effectivement la Russie a toujours été très en avance. Sur le cyber aussi, donc tout ça, ce sont toutes ces nouveaux moyens qu'on doit justement allouer à l'armée. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup. 70 ans de paix ont fait en effet que le budget de la défense a été la variable d'ajustement, comme d'ailleurs le ministère des Affaires étrangères a été la variable d'ajustement. Ces deux ministères ont toujours été les deux qui ont été ciblés prioritairement pour faire des économies, puisque c'était à l'extérieur, d'où en effet aujourd'hui des problèmes avec notre diplomatie également. Donc, mais moi je reviens à la question fondamentale, c'est pouvons-nous finalement être sur tous les fronts et avoir suffisamment d'investissement dans chacun de ces domaines, ou est-ce que nous devons avoir le courage de décider de priorités. Oui, alors justement, et de nous dire quelles seraient vos priorités. Où mettez-vous le paquet, si je puis dire? On met le paquet. Alors, pour expliquer aux Français qu'on va en effet faire un effort budgétaire colossal sur les 7 prochaines années de 413 milliards, de dire que nous allons assurer leur sécurité, c'est la sécurité humaine. Et là aussi, est-ce que demain nous avons besoin essentiellement de frégates, ou est-ce que nous avons également besoin de patrouilleurs, parce que nous avons des espaces maritimes importants qui aujourd'hui sont pillés dès lors qu'on n'est pas en capacité de les protéger. Donc là aussi, où sont les priorités ?
Oui, alors, bon, effectivement, on peut faire des choix drastiques. Vous parliez de massacrer l'armée de terre comme a fait, le Royaume-Uni avec la British Army. Il y a des pays qui... Non, vous avez dit que le Royaume-Uni a fait ça. Et j'ai dit que nous ne le ferions pas, mais en réalité, moi, ce que je vois modestement, c'est que vous ne choisissez pas la guerre dans laquelle vous allez être embarqué. Et la guerre, elle est dans toutes les dimensions. Et c'est ça la difficulté. Regardez ce qui se passe en Ukraine. On a une guerre, on se croirait en 1914-1918 avec des tranchées. On a une guerre low-tech avec des drones un peu bricolés, etc. On a une guerre high-tech avec des missiles et des frappes. Donc, on a une pression cyber de la Russie qui est très forte, mais avec un pays qui s'est habitué, qui arrive à résister. Donc, c'est tout ça en même temps. Et c'est pour ça aussi qu'il faut investir dans l'espace, qu'il faut investir dans le cyber, qu'il faut investir dans notre armée de terre, etc. Parce que c'est vrai que c'est vraiment aujourd'hui la guerre a changé. Aujourd'hui, on peut parler de guerre totale. Enfin, je ne sais pas quel est le terme. La guerre a toujours été, mais comment dire, il y a des espaces de confrontation. Il faut bien distinguer la guerre, la confrontation. Guerre hybride, je n'aime pas du tout ce mot parce que ça veut rien dire. C'est pas une guerre. Non, je veux dire, c'est pas une guerre. La guerre hybride, c'est-à-dire utilisation également d'autres instruments comme l'information. C'est toujours comme ça en réalité. Mais non, ce que je veux dire, la guerre, c'est quelque chose de particulier. C'est la violence à grande échelle. C'est l'usage de la violence à grande échelle dans un affrontement politique. Bon, la confrontation, il y a un niveau en dessous. C'est la confrontation, c'est-à-dire qu'on va s'affronter, on va se faire pression l'un sur l'autre, mais sans se faire la guerre ouverte. Et ça passe par tous les champs possibles. En fait, il n'y a pas de limite. La seule limite, c'est l'imagination. Et dans ce cas-là, oui, il faut avoir les instruments pour le faire. Mais il faut avoir les instruments aussi même dans ce cadre-là, la force armée a un rôle à jouer. Un rôle d'intimidation, un rôle de présence, un rôle de dissuasion, y compris conventionnel, etc. Mais moi, ce que je trouve positif dans ce qui se passe, par exemple, dans cette loi, par exemple, c'est l'effort qui est porté sur les réserves, sur les réservistes, notre capacité à monter en puissance. Si vous voulez, le cœur du problème des armées depuis une quarantaine d'années, c'est qu'on est incapable de financer nos grands programmes industriels. Un grand programme industriel d'armement, ça coûte entre 2 et 4 fois le prix de la génération qu'elle remplace. Donc il y a une augmentation mécanique des coûts. Ce sont de gros investissements. Oui, et donc si on ne fait pas un effort, c'est ça la cause réelle de notre effondrement dans les années 90-2000. C'est-à-dire qu'on a conservé des grands programmes industriels, on a quasiment abandonné aucun, qui coûtent beaucoup plus cher. Alors qu'on n'avait plus les moyens de les financer. Et donc, on a été obligé de réduire la masse pour pouvoir essayer de payer. On a réduit le nombre de ceux qui utilisaient les équipements pour essayer de sauver ceux qui les fabriquaient. Et on s'est réduit comme ça jusqu'à une masse sous-critique. Et même notre industrie est devenue une sorte d'artisanat de luxe. En réalité, on ne fabrique plus grand-chose. On fait du high-tech. Donc ça, il faut le booster aussi. Oui, et c'est pour ça que tous les efforts qui est fait sur le thème de l'économie de guerre, tout ça, c'est très bien, c'est très positif. Mais il faut repenser quand même globalement pour notre modèle pour essayer, au bout du compte, de retrouver quand même de la masse, du volume. Parce que finalement, ce que nous montre l'Ukraine aussi, je crois, c'est que qu'est-ce qui permet aux Ukrainiens de résister dans les premiers jours ? C'est pas tellement leur modèle d'armée, le nombre de chars, de ci, de ça. C'est aussi la force morale. Oui. Et c'est pour ça qu'il y a plein d'autres choses, au-delà des aspects vraiment très capacitaires, comme on dit, du nombre de blindés, du nombre d'avions, etc., qui vont au-delà. Et l'idée de l'effort sur la réserve que vous soulignez, elle est là. L'économie de guerre, elle est là. Parce qu'en fait, vous ne pouvez jamais avoir une armée de taille à résister d'emblée à une guerre de haute intensité, dans la durée. Qu'est-ce qui se passe si vous êtes dans ce type de conflit ? C'est tout un pays qui se met dans cette optique-là, qui transforme ses usines, etc. Toute une population qui se mobilise. Oui, mais donc on peut pas penser ça. Est-ce qu'on a réfléchi à ça ? Non, pas pour l'instant, mais par contre, la réserve, oui. Mais je crois qu'à travers la réserve, on pourrait parler du service national universel dans un autre cadre, mais d'ailleurs, il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits quand même par la Commission de la Défense nationale à l'Assemblée, par exemple, sur la question de la résilience. Sur le cyber aussi, on est sur ces sujets-là. Voilà, il y a un sujet qui est plus vaste que nos armées dans notre capacité à affronter ce type de conflit. Alors, pourquoi faire ? Quelle est la stratégie ? Et puis surtout, qu'est-ce que ça veut dire que cette puissance française ? Aujourd'hui a été signé un pacte de sécurité entre Washington et la Papouasie-Nouvelle-Guinée qui donne aux forces américaines l'accès aux ports et aux aéroports de ce pays du Pacifique. Les États-Unis, donc, qui cherchent à contrer l'influence de la Chine. On va écouter Anthony Blinken, donc le secrétaire d'État américain.
Grâce à cet accord, nos forces pourront travailler dans le cadre des investissements, partager leur expertise technique et en fin de compte mieux contrôler les mers ensemble, ce qui est essentiel pour protéger les moyens de subsistance des générations à venir. L'accord permettra également aux forces de Papouasie-Nouvelle-Guinée et des États-Unis de s'entraîner ensemble, selon de nouvelles modalités et dans un plus grand nombre de lieux. Cela fait partie de nos efforts conjoints pour maintenir la paix et la sécurité dans la région Indo-Pacifique. La transparence sera totale. Voilà, colonel. C'est vrai qu'en plus, l'Inde est présente. On voit bien que les États-Unis veulent contrer la Chine dans cette région. Est-ce que la France perd en influence là-bas ? Probablement, mais le problème, c'est ça, la France s'étend sur le monde entier. La France, il y a des morceaux de France partout dans le monde entier. On va parler un peu de l'Afrique ensuite, mais là, oui. Parce qu'aujourd'hui, il y a cet accord, on voit très bien que les Américains tiennent maintenant à cette région du monde. Il y a eu quand même le coup de Trafalgar contre la France, avec finalement cette annulation du contrat, on s'en souvient, puisque ce sont les Américains qui ont récupéré le contrat australien. Est-ce que la France perd du terrain ? Parce qu'aujourd'hui, on parle de dépenses militaires. Encore une fois, qu'est-ce qu'on veut faire dans cette région ? Est-ce qu'il faut simplement défendre nos intérêts et nos territoires dans la région ? Est-ce qu'il faut s'impliquer dans les conflits parce que... Il faut quand même rappeler, on agit beaucoup parce que la France, membre permanent du Conseil de sécurité, se croit un rôle mondial aussi, se croit d'être dans toutes les affaires du monde. Elle se croit ou elle l'est ? C'est quand même une puissance, la France. Effectivement, elle est siège du Conseil de sécurité. Oui, mais là aussi, il faut s'en donner les moyens. Je veux dire, s'il y a un conflit qui éclate au sujet de Taïwan, par exemple, s'il y a une tentative d'invasion de Taïwan, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on va s'impliquer ? Est-ce qu'on va faire la guerre ? C'est déjà c'est un sujet de débat. Oui, le président a parlé. Mais il faut peut-être être un peu plus clair là-dessus. Hélène Conway, oui, mais en termes de présence, l'influence de la France. Oui, parce que quand on parle d'augmentation de dépenses militaires, ça sert tout de même, c'est quoi ? C'est pour se protéger, c'est aussi pour protéger nos alliés, c'est ce que disait justement Sébastien Lecornu. Voilà, donc en fait, c'est joué dans tous les domaines, mais moi je ne pense pas que les 413 milliards suffisent. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, le coût de certains gros projets feront que, en fait, on se retrouvera à nouveau avec les petites lignes budgétaires qui vont souffrir, qui seront en souffrance parce que tout l'argent aura été dépensé. Donc là aussi, quelles sont les priorités ? Est-ce qu'on doit Je reviens et je me répète là, mais devons-nous protéger nos espaces maritimes, c'est-à-dire les territoires français ? Est-ce que nous sommes là pour assurer la sécurité ou est-ce que nous nous projetons dans la cour des grands de ce monde sans nous donner les moyens en termes d'équipement et de masse aussi de personnel militaire, parce que nous ne sommes pas les États-Unis, nous ne sommes pas la Chine. Donc est-ce que, parce que nous avons ce siège est-ce que nous sommes au Conseil de sécurité moyenne nous le sommes physiquement de par la taille de notre pays, de par notre démographie, mais nous sommes nous jouons dans la cour des grands parce que nous avons notre siège au Conseil de sécurité et que donc nous faisons partie en effet des décisions qui sont prises à ce niveau-là. Mais est-ce que ça veut dire qu'à chaque conflit, nous devons nous retrouver entraînés, nous devons jouer un rôle ? Pour l'Irak, nous avons dit non, nous n'irons pas. Voilà. Alors pour Taïwan, en effet, reste... Et pour Taïwan, le président a donné déjà une certaine indication que ce n'était pas automatique. Enfin, moi, je l'ai compris comme cela. Le Carvan. Oui, plusieurs choses. D'abord, effectivement, la liberté d'appréciation, elle est très importante. Et c'est pour ça que dans cette loi de programmation militaire, on n'en a pas parlé jusqu'à maintenant, mais il y a un effort important qui est fait sur le renseignement, sur un certain nombre de capacités, y compris spatiales. Et ça, c'est vraiment aussi l'histoire de la France. Vous le rappeliez. Voilà, on veut pouvoir décider avec nos propres informations de ce qu'on fait ou pas dans tel et tel conflit. Après, sur l'Indo-Pacifique, par exemple, la France, elle a un rôle qui dépasse la protection de ses propres intérêts. Quand la Marine nationale fait circuler des bateaux en mer de Chine, quand elle rappelle la liberté de circulation dans les eaux internationales, y compris avec des manœuvres parfois très très hostiles de la marine chinoise, elle est plus grande qu'elle-même, elle est plus grande que ses petits intérêts. Et ça, c'est aujourd'hui. En Afrique, un mot, puisqu'il nous reste là aussi, colonel Goya, on a parlé donc de l'Indo-Pacifique. 4 bases, c'est ça, Sénégal, Côte d'Ivoire, Gabon, Djibouti, je ne me trompe pas ? Oui, ce sont les bases actuelles, oui. Voilà, et là on parle d'une nouvelle relation responsable, équilibrée et réciproque. Donc repenser le concept de ces bases militaires, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire plus de bases.
Ah bon? Oui, ça veut dire qu'on va... C'est un vieux thème. L'époque Sarkozy 2007, c'était là aussi, c'était l'Afrique, c'est fini. Et puis tournons-nous vers le Moyen-Orient, le Proche-Orient, supprimons les bases. Et puis à chaque fois qu'on essaie de supprimer les bases, on s'aperçoit que c'est quand même bien pratique. Et puis même les pays dans lesquels ces bases sont implantées, souvent disent, mais attendez, finalement, on préfère que vous restiez. Maintenant, oui, il faut... ce qui est certain, c'est qu'il faut repenser simplement notre stratégie là-bas, notre stratégie africaine. Très clairement, on a encore un rôle militaire à jouer. Je pense qu'on l'a mal joué. Jusque-là, Barkhane, je pense que c'était l'opération Barkhane dans le Sahel, je pense que c'était une erreur. Il ne fallait pas rester sur place, il faut être capable d'intervenir, ça c'est bien. Et maintenant, il faut redéfinir notre place dans cette architecture de sécurité en Afrique. Incontestablement, ça passe certainement par une forme de réduction, donc, des effectifs. Oui, mais il y a une réduction, bien sûr que c'est quasiment anticipé. Mais j'y reviens. Les bases positionnées en Afrique, ça fait quand même plusieurs fois qu'elles sont mortes virtuellement, quoi. Qu'elles ont été dissoutes virtuellement. Mais l'idée, ce n'est pas plus de base. Moi, je ne crois pas. Je crois qu'encore, on a vu... D'autres moyens. Voilà, on a vu avec Djibouti que c'est très utile pour, par exemple, évacuer nos ressortissants. Et d'ailleurs, ceux des autres pays, du Soudan, ça a été extrêmement utile. Mais par contre, c'est des bases qui ne soient pas que militaires. C'est une présence qui ne soit pas que militaire. Je crois que c'est le sens aussi de l'allocution du président de la République le 27 février dernier. C'est que aussi on arrive à mélanger un peu plus nos différents outils d'intervention sur l'éducation, sur la culture française, sur la langue, sur la présence militaire, ce qu'on sait honnêtement pas toujours très très bien faire et coordonner dans ces pays. Hélène Conway. Oui, c'est ce que nous faisons à Djibouti. J'étais à Djibouti il y a quelques semaines. En effet, c'est de sécurité en mer. Nous avons des pompiers. Enfin, nous intervenons dans une gamme très très large, finalement, sécuritaire. Et puis, en effet, il y a eu cette évacuation. Je vais en fin de semaine à Abidjan, donc je vais rencontrer les forces françaises. Et c'est vrai qu'ils sont dans une restructuration. Alors, là aussi, c'est quelle présence pour quel objectif? Il était très pratique d'avoir Abidjan, par exemple, pour pouvoir évacuer tous les matériels militaires venant du Mali. Bon, maintenant, nous n'avons plus de présence au Mali, donc, mais à quoi va nous servir une base militaire? Et là aussi, quels équipements? Et avec, moi je suis tout à fait d'accord, une présence qui doit être autre que simplement militaire. C'est-à-dire, comme un dirigeant malien m'a dit il y a quelques années, vous êtes une force d'occupation. Il avait par ailleurs fait ses études supérieures en France, donc il savait exactement ce que les termes occupation signifiaient dans l'esprit français. Il l'avait dit sciemment. Donc voilà, il faut que nous soyons présents et continuons à être présents parce que je pense que c'est important, notamment en Afrique, mais d'une autre façon. 3D, vous savez, diplomatie, défense, développement. Voilà, c'est ça. On est beaucoup plus... Colonel Goya, les 3D. Oui, c'est ça, oui, mais ça ne marche pas très bien, en fait, mais globalement. Hein, mais c'est l'objectif. On n'y arrive pas très bien. Mais pourquoi on n'y arrive pas très bien en 30 secondes de conclusion? Parce que les problèmes sont très compliqués. On notera au passage que, voilà aussi, la menace djihadiste, les groupes djihadistes ont disparu complètement de la discussion. Alors qu'elle n'a pas disparu du tout, cette menace djihadiste. Alors qu'elle n'a pas disparu du tout. Et que, voilà, ce qui était apparemment presque quasi existentiel il y a quelques années, maintenant, en réalité, c'est un peu passé à la trappe de l'histoire. Mais ça, il faut le déplorer ou pas? Oui, il faut le faire. À la trappe de l'histoire, je ne suis pas sûre. À la trappe peut-être de la discussion actuelle. Non, mais stratégiquement, on a toujours beaucoup de mal à se concentrer sur plusieurs menaces à la fois. Or, cette menace existe toujours. Hein. En Afrique, elle est très présente. Oui, mais le ministre Lecornu a ouvert son intervention à l'Assemblée nationale pour le début des débats sur la loi de programmation militaire cet après-midi en parlant du terrorisme, en disant à quel point cette menace, elle restait. Donc, et c'est vrai qu'il faut tout conjuguer en même temps et adresser ce panel de menaces. Elle reste, mais elle n'est pas la priorité en ce moment, ce que vous dites, Colonel Goya. Clairement, je reviens à ce que je disais au début. Hein, dans le projet de loi, le mot terrorisme n'apparaît, 423 pages, n'apparaît jamais. Et vous dites qu'il a commencé... Je dis que nous avons commencé l'étude à l'Assemblée par cette question-là. Et voilà, il y a une variété de menaces, le terrorisme, et reste. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur les questions de renseignement dans mon mandat précédent. Et clairement, c'est une menace qui reste très très forte aujourd'hui. Merci beaucoup en tout cas d'avoir débattu de ce sujet complexe, donc cette loi de programmation militaire avec ses hausses de dépenses. Merci beaucoup colonel Michel Goya, merci à vous madame la sénatrice Hélène Conway-Mouret, merci beaucoup Loïc Kervran et puis bon courage pour l'examen de ce texte. Merci à vous tous de nous avoir suivis, vous restez avec nous sur France 24.